Nestlé, hein. Beaucoup. Ça donne du pain. Cette boîte de lait, vous la connaissez certainement. C'est une star, le très fameux lait concentré sucré de Nestlé. C'est le plus meilleur. C'est un pan un peu qui peut vendre ça. Il faut avoir le cœur. Il faut avoir le cœur. Si tu n'as pas le cœur, tu ne peux pas les vendre. Nescafé, Nido, le lait pour les enfants, Nesquik, le célèbre bouillon Magie et tant d'autres. Nestlé possède aujourd'hui un empire en Afrique. Ses marques sont partout. Ces produits ont façonné les habitudes alimentaires de millions d'Africains d'un bout à l'autre du continent. Pour le numéro 1 mondial de l'alimentation, l'Afrique est un marché en devenir. Et les entreprises africaines, à l'heure de la mondialisation, ont-elles encore la moindre chance de lutter contre un tel géant ? Pour comprendre ce que Nestlé représente pour les Africains, il faut d'abord aller voir ce qui se passe en cuisine. Aller humer ce qui se mijote. Où qu'on aille, on trouve un petit cube, quelques grammes d'épices et beaucoup de sel. Il s'appelle Magicube. Ici, au Cameroun, en Afrique, beaucoup plus particulièrement en Afrique, le cube, c'est un corrige moment. Le cube Magie nous a dominé et on est entré dans le bain. On n'a pas de choix. C'est en forme de dés marron. Et puis, et après, on prend une spatule, on en tourne. Ça, c'est du piment. Et puis maintenant, lorsqu'on finit avec du piment, on tourne pour rehausser une certaine saveur. Fini les herbes et les aromates, le cube rouge et or est devenu en quelques décennies le condiment irremplaçable. Magie a transformé le goût de toute une génération. À ce formidable succès marketing, il faut en ajouter bien d'autres. Nestlé en Afrique, ce sont des produits qui en 2012 ont rapporté 2,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ce sont 29 usines qui emploient 11 500 personnes. Le Cameroun accueille une de ces usines en banlieue de Douala, dans la zone industrielle de Bonabéry, tout près du port. Fabriqués en Europe ou ailleurs, empilés par milliers sur des porte-containers, les produits Nestlé arrivent à Douala, le port le plus important d'Afrique centrale. Une fois déchargés, ils partent en camion, traversent le pont qui enjambe l'estuaire du fleuve Wouri et arrivent dans la zone industrielle de Bonabéry. Ils sont stockés ici, dans cet entrepôt de la filiale camerounaise de Nestlé. Si derrière ces murs, il y a une usine qui fabrique des cubes et cet arôme Magie dont tout le monde raffole ici, l'activité principale, c'est la vente des produits de la marque dans toute la région. Judith Rueff est journaliste et elle a vécu et travaillé en Afrique pendant plusieurs années. Le poids de Nestlé sur ce continent la questionne. Quel est son impact sur l'industrie locale ? Au cours de ses recherches, elle découvre une affaire étonnante.
Un cas d'école de la mondialisation en quelque sorte. L'histoire se passe au Cameroun. Un entrepreneur ruiné a attaqué Nestlé en justice pour concurrence déloyale. Justement, l'affaire concerne du lait concentré sucré et le procès dure depuis 2003. Il est facile de consulter sur Internet le discours qu'a prononcé le grand patron de Nestlé devant ses actionnaires en avril 2013. Il s'agit de répondre à des aspirations de centaines de millions de nouveaux consommateurs dans les villes émergentes. Mais c'est exactement dans ces défis qu'une entreprise comme Nestlé trouve des opportunités importantes pour son développement durable. Et c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre notre vision, être le leader reconnu en nutrition, santé et bien-être. Le leader mondial de la nutrition et du bien-être a son siège dans une petite ville tranquille des bords du lac Léman, à Vevey. C'est ici que la direction met au point la stratégie du groupe agroalimentaire qui compte des centaines de filiales dans le monde. Jean Ziegler est l'ancien rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation. Nestlé, c'est une gigantesque multinationale, très efficace, extraordinairement créatrice de nouveaux produits chaque année, compétent, extraordinairement compétent. C'est la 27e entreprise du monde. Elle emploie près de 300 000 personnes dans 86 pays. Elle produit dans 86 pays. Elle abrite plus de 8000 marques différentes, 8000 marques différentes. Et elle a fait un bénéfice l'année dernière de près de 10 milliards d'euros. Bénéfice net. Bénéfice net. Donc c'est une immense puissance. Une immense puissance bâtie sur un aliment de base, le lait. Le fondateur, Henri Nestlé, a inventé la première farine lactée pour bébé en 1867. Depuis, Nestlé vend du lait sous toutes ses formes. En boîte, en tube, en poudre, pour la cuisine, pour les nourrissons. Par curiosité, nous sommes allés au supermarché acheter tous les laits des différentes marques qui appartiennent à Nestlé. Nous en avons trouvé pour tous les goûts et pour tous les âges. Pour le grand public, partout dans le monde, aucun doute possible. Ces marques ont une réputation de qualité. Au Cameroun, pourtant, un chef d'entreprise accuse la firme suisse de tromperie sur du lait concentré. Voilà qui est troublant. L'image de Nestlé en Afrique a déjà été ternie par une autre affaire, restée dans toutes les mémoires. Dans les années 70, l'industrie pousse les ventes de lait en poudre pour bébés dans le tiers-monde, à grands coups de publicité. Mais en Afrique, l'accès à l'eau potable est difficile. Et le coût élevé du lait incite les mères à le délayer plus qu'il ne faut. Des nourrissons meurent de diarrhée et de malnutrition. Un groupe tiers-mondiste accuse alors Nestlé de tuer les bébés. La polémique enfle. La multinationale attaque en justice pour diffamation. En 1974, le procès s'ouvre à Berne. 2 ans plus tard, le tribunal donne raison à la firme. Le titre de la brochure est bien diffamatoire. Mais le juge conclut que si Nestlé veut s'épargner le reproche d'un comportement immoral, il doit modifier son style de publicité. Et voilà qu'un patron de PME camerounais accuse le géant suisse de vendre du faux lait. Mais qu'est-ce qui pousse ce David à se battre contre Goliath ? Direction Douala, le grand port industriel du Cameroun. Rendez-vous est pris à l'usine Codilet, dans un quartier éloigné du centre-ville. C'est la seule usine de lait de cette importance au Cameroun.
Voici son patron, Pius Bissek. Il s'est lancé dans l'industrie agroalimentaire au début des années 80 avec son beau-frère et des partenaires français. On était arrivé à 200 personnes, toute l'équipe confondue. Donc tout à l'heure, 200 salariés. 200 salariés. Et c'est quand même une précision de taille. Au Cameroun, et c'est même valable en Afrique noire, un salaire nourrit 10 personnes au moins. Donc c'est au-delà de 2000 personnes qui gravitaient autour de cette entreprise qui est réduite aujourd'hui au silence. Codilet a fermé en décembre 2004. Pius Bissek et ses anciens collaborateurs ont voulu nous faire visiter cette usine fantôme. Le temps semble s'y être arrêté. Pourtant, dans les années 90, l'usine tournait à plein régime. Plusieurs équipes travaillaient 24 heures sur 24 pour répondre à la demande, aussi bien dans la laiterie que dans l'atelier de fabrication des boîtes de conserve, unique dans la région. Ces images ont été filmées par la télévision camerounaise au début des années 2000. Dans ces cuves, on fabriquait un lait concentré sucré, le Super Milk. Aujourd'hui, ces cuves sont intactes, mais vides. Comment était fabriqué le Super Milk? La poudre de lait, importée d'Europe, était mélangée avec de l'eau, du sucre et de la matière grasse. Mais pourquoi fallait-il acheter cette poudre de lait à l'étranger? Il n'y a donc pas de vaches au Cameroun? Au Cameroun, il existe bien des élevages de vaches laitières, mais qui sont un peu dans des zones excentrées, notamment au nord Cameroun, à peu près 1000 km. Donc, le voyage est un coût. Au Cameroun, les élevages sont situés au nord et à l'est, dans des régions éloignées des deux grandes villes du pays. Mais la distance n'est pas la seule explication. La filière laitière camerounaise est encore artisanale. On est très loin des gros rendements européens. Une vache camerounaise donne 1,5 litre de lait par jour. Sa consoeur hollandaise produit 40 à 50 litres quotidiens. Importer du lait, produit massivement par des filières industrielles en Europe, revient donc moins cher que de produire localement. Pour le consommateur, le lait importé coûte 225 francs CFA, alors que le lait local coûte au moins 300 francs CFA. L'usine a lentement décliné. Les salaires arrivaient de plus en plus tard. Et puis un jour, plus rien. Les salariés de Codilet se sont retrouvés au chômage. Les offres d'emploi sont rares au Cameroun. Beaucoup ont vécu de petits boulots précaires, taxi-moto ou vendeuses à la sauvette. Les 3/4 de ces anciens employés n'ont pas retrouvé de travail salarié après la fermeture. Certains ouvriers sont morts, madame. Certains ouvriers, les enfants ne sont plus allés à l'école, sont morts. Nous gérons un dossier pathétique. En grec, pathos, ça veut dire la douleur, ce qui fait mal. Donc, ça, personne ne me le paiera jamais. 10 années de prix sur ma vie. Rachel Pavena était l'assistante de Pius Bissek, son bras droit. Elle suivait les commandes et gérait les stocks de marchandises. Elle a vu le chiffre d'affaires s'effondrer lentement et l'usine péricliter. Certains de ses collègues sont retournés au village, d'autres ont dû émigrer. Aujourd'hui, Rachel vit toujours à Douala, dans un petit appartement éloigné du centre-ville. Malgré ses années d'expérience, elle n'a pas retrouvé d'emploi. Elle se débrouille comme elle peut, difficilement.
Elle n'a pas touché de salaire depuis bientôt 10 ans. Nous espérons qu'un jour ça reprenne et qu'on nous paye au moins ces arriérés. Et surtout qu'il n'y a pas que les arriérés parce que les années passent et c'est des années qui s'ajoutent aussi sur nous. On va vers la retraite. Et vous savez, le salaire va avec les cotisations sociales, les taxes. Donc là, bientôt, ce sera l'âge de la retraite. Et on se demande parfois comment on va faire. Parce que les cotisations n'ont pas suivi. Est-ce que vous touchez du chômage, une allocation? Ça n'existe pas ici chez nous. Ça n'existe pas. L'indemnité de chômage, je ne connais pas dans notre pays. Quand vous êtes au chômage, vous assumez. Alors, comment vous faites? Ah, comment je fais? Bon. Nous avons un proverbe chez nous où on dit que entre les parents et les enfants, on se berce mutuellement. Ça, c'est un proverbe de mon village. On se berce, c'est-à-dire quand l'enfant est tout petit, le parent le berce. Et quand l'enfant a vieilli, l'enfant aussi le berce. Bon, tous les enfants ne le font pas, mais moi j'ai beaucoup de chance. Chez moi, j'ai ça. Donc ils me viennent en aide, ils me soutiennent. De temps en temps, si je peux avoir des entrées personnelles, tant mieux. Quand je ne les ai pas, bon, ils sont là, je suis malade, ils achètent les médicaments. Bon. Plus de travail et sans doute pas de retraite. Paul Elounou est l'ancien responsable de l'atelier de fabrication des boîtes de conserve chez Codilet. Il a fait toute sa carrière à l'usine. Il nous invite chez lui, au quartier, comme on dit en Afrique. L'endroit ressemble à un chantier inachevé. L'argent manque. Là, c'est mon petit frère qui reste ici. Paul est l'aîné d'une grande famille. Il vit ici avec sa femme et leurs 2 enfants, un de ses frères, ses neveux et nièces. Après la fermeture de l'usine, il a commencé à avoir des problèmes de santé. Il y a 2 ans, il a été victime d'un AVC. Il s'en est bien remis, mais sur le plan financier, sa situation reste difficile. Je crois que vous n'êtes pas surpris. C'est le travail là qui se fait. Au moment où j'arrête, je suis pratiquement à 27 ans de travail parce que je suis parmi les premiers qui sont arrivés à Codilet quand c'était encore la bourse. Ça veut donc dire que la première pierre, je suis parmi les tout premiers. Et pendant que c'était la belle époque, je n'ai pas été dur. J'ai envoyé mes petits frères, mes cousins à l'école. Il est vrai que certains aujourd'hui ont déjà un peu la situation. Ils ne sont pas ingrats. Ils reconnaissent que le grand frère aujourd'hui n'a pas. De temps en temps, j'ai 1 kilo de riz. Et puis quelques amis qui me sont encore fidèles. Quelques amis, vous savez. Vous êtes des amis, quand vous buvez la bière, vous faites un peu la vie, mais quand ça vous lâche, tout le monde disparaît. Hein, tout le monde disparaît. Et puis aujourd'hui, où je mérite un repos, eh bien, je ne peux pas le... Il y a mes enfants qui ne vont pas à l'école. Je crois même que l'AVC que j'ai eu là, c'est à cause des pensées et tout et tout. Il y a quelqu'un qui fait toute sa vie, et puis il s'en va comme ça sans avoir un 5 francs. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Ni assurance chômage, ni sécurité sociale. Les anciens salariés n'ont le droit à aucune aide. Ici, pas d'État-providence. Que s'est-il passé à Codilet? Pourquoi le seul fabricant de lait en boîte camerounais a-t-il fait faillite? Pourquoi, 10 ans après la fermeture de son entreprise, Pius Bissek est-il toujours en train de se battre pour redémarrer l'usine?
Pour le comprendre, il faut revenir au milieu des années 90. De nouvelles marques de lait débarquent sur le marché camerounais. Leurs prix sont incroyablement bas. Le patron de Codilait et ses partenaires soupçonnent une entourloupe. Au cours d'un de nos comités d'entreprise, on évoque le problème. On décide de faire un prélèvement des échantillons de ces produits sur le marché national et on les envoie à des fins d'analyse au laboratoire de lutte anti-fraude pour être vraiment sûr que les conclusions seront, sur le plan scientifique, imparables. Les résultats arrivent, ils sont sentencieux, c'est pas du lait. On trouve là-dedans, Madame Judith, des matières grasses végétales, c'est-à-dire de l'huile de palme raffinée, de l'huile de coco et pas de la matière grasse laitière. En remplaçant la graisse de vache par ces huiles végétales, les importateurs ont trouvé l'astuce. Vendre du lait qui n'est pas du lait. À l'époque, la marque la plus répandue appartient à Nestlé, Gloria. Mais pourquoi vendre de tels produits à la place du lait? Jusqu'en 1994, Nestlé fabriquait ses boîtes de lait concentrées en Europe. La société les importait et les commercialisait via sa filiale camerounaise. De son côté, Codilait importait d'Europe de la poudre de lait et fabriquait le lait concentré sucré dans son usine de Douala. Le Super Milk était un mélange d'eau, de poudre de lait déshydraté, de sucre et de matière grasse laitière. Au final, le Super Milk, produit localement, était vendu moins cher que le lait importé de Nestlé. Arrive 1994. Le 11 janvier, le CFA, le franc de la Communauté française d'Afrique, est dévalué de 50%. La France, le FMI et la Banque mondiale ont pris cette décision précisément pour aider les entreprises locales à être compétitives face aux produits importés qui inondent le continent. De bonnes intentions, vite démenties par les faits. Suite à cette dévaluation, le prix de tous les laits importés double. Le Super Milk, produit localement, devient encore plus compétitif. Codilait, la PME camerounaise, gagne des parts de marché sur Nestlé. Le géant suisse prépare sa riposte commerciale. Elle débarque dans les rayons en 1995. Elle s'appelle Gloria. Dans ce produit lacté, la matière grasse animale est remplacée par des huiles de palme et de coco 5 fois moins chères. Gloria devient moins cher que le Super Milk et peut ainsi séduire les consommateurs camerounais. Ces produits lactés ne sont pas dangereux pour la santé, mais ils sont moins riches d'un point de vue nutritionnel. Charles Nia, le président de l'Association des consommateurs camerounais, connaît bien le problème. En 20 ans, le pouvoir d'achat a tellement baissé que les aliments lactés ont remplacé le lait dans l'alimentation des Camerounais. En principe, l'appellation lait est réservée aux produits contenant de la graisse animale. Ici, vous avez maintenant des aliments lactés. Voilà, des aliments lactés. C'est fait à base de construction de lait. Mais, sur le plan nutritionnel, il est moins riche que les aliments que le lait concentré. Le Camerounais moyen, il achète pour son pouvoir d'achat parce qu'il est moins cher que celui du lait. Aujourd'hui encore, les aliments lactés et le vrai lait concentré sont vendus côte à côte sur les rayons dans la plus grande confusion. Celui qui achète de l'aliment lacté sur le marché, peut-être il ne sait pas lire, comment il va voir la différence? Qu'il soit surtout vigilant et surtout lire les étiquettes. Il faut savoir lire quand même. Il faut savoir quand même lire. Il faut lire. Il ne faut pas consommer un produit qu'on ne connaît même pas l'origine, qu'on ne connaît même pas le nom du produit qu'on consomme. Il faut qu'il s'informe, ainsi de suite. Certes, mais au Cameroun, 30% de la population adulte est analphabète. Une petite pension en centre-ville. 6h30 du matin, il fait déjà chaud.
On prépare le café au lait, un rituel quotidien à Douala. Si je sers le lait directement en poudre, les clients vont plus consommer. Et j'ai pris cette initiative de diluer toujours avant de leur donner. Donc je dilue comme ça à l'eau froide et après je mets de l'eau chaude. Et là je recouvre. Là maintenant je fais du lait chaud. Le succès du lait en poudre en Afrique est simple à comprendre. Il se conserve et se transporte beaucoup mieux que le lait frais. Judith Rueff veut interroger Nestlé sur la vente de son produit lacté au Cameroun. Impossible d'obtenir l'interview d'un responsable ou d'un juriste de la société. Une attachée de presse a été chargée de répondre par mail à ses questions sur Gloria. Ses explications lui ont paru confuses, elle lui a demandé de la rappeler. Allô? Je vous dérange, bonjour. Pas du tout, pas du tout. J'attendais votre appel. D'accord. Donc j'ai vu que je n'ai peut-être pas très bien répondu à votre question concernant la différence entre le lait et les aliments lactés. Donc je voulais juste... Oui. Je pensais que c'était peut-être mieux de me rappeler. Oui, ce sera plus clair. La question que je me pose, c'est est-ce que vous ne pensez pas que ça prête à confusion pour le consommateur, donc d'avoir un aliment lacté avec dessus l'image d'une vache, sachant que Gloria, comment le consommateur fait-il la différence? C'est ça le fond de la question. Effectivement, Gloria était un produit à base de lait, mais sans aucune matière grasse laitière. Un vrai faux lait vendu pendant plusieurs années dans un emballage orné d'une vache. Donc ce que vous me dites, c'est qu'il faut que le consommateur décrypte l'étiquette, quoi. S'il regarde vite, qu'il voit cet emballage avec la vache, il peut se tromper. Vous allez au supermarché, vous achetez ça et puis vous l'utilisez pour vous mettre dans votre café. Ce qui semble important, en tout cas pour le consommateur, c'est de savoir exactement ce qu'il achète, et deuxièmement, si j'ai bien compris, la qualité nutritionnelle n'est pas la même. Donc par exemple, si les gens achètent ça pour leurs enfants, pour donner à leurs enfants, c'est différent d'acheter une matière grasse riche en calcium et une matière grasse pauvre. Pourtant, au dos de la boîte, il est bien spécifié « ne pas faire bouillir le lait obtenu ». Sous la pression des consommateurs et du gouvernement, Nestlé changera l'étiquette de Gloria. La vache disparaîtra, remplacée par une tasse de café au lait. Gloria est désormais vendue pour ce qu'il est réellement, un sous-produit du lait. Un produit pauvre pour un pays pauvre. Ça devient aliment lacté concentré sucré. Ce n'est plus concentré sucré à base de lait. Disons que c'est des calembours pour un peu noyer le poisson. Mais c'est difficile de noyer le poisson dans l'eau. Tous ces échantillons-là ont disparu du marché. Ces boîtes existent bel et bien. Et on les garde comme dans un Fort Knox. Pour Pius Bissek, ces anciennes boîtes sont autant de pièces à conviction. Elles sont précieuses car en 2002, le Gloria a été complètement retiré du marché camerounais. L'attaché de presse de Nestlé ne sait pas pourquoi. L'affaire dure déjà depuis des années. Elle commence à faire beaucoup de bruit. La société civile, les journalistes, la classe politique, tout le monde s'en inquiète. Jean-Jacques Ekindi est une des figures de l'opposition au Cameroun. Il est le député de Douala, sa ville natale. Il y prépare une foire pour le développement économique. Nous le rejoignons sur le chantier où il supervise les derniers détails. Parce que tout le bois qu'il y a là, il faudra qu'on nettoie pour que dès cet après-midi, on puisse y arriver. Polytechnicien, plusieurs fois challenger du président Paul Biya, qui dirige le pays depuis 30 ans, Ekindi a observé de près le match Nestlé-Codilet. Je pense qu'il s'agit là, comme malheureusement nous vivons trop souvent, d'un abus des multinationales. Et ce qu'il y a d'embarrassant, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de l'abus sur la société Codilet, mais sur les consommateurs camerounais.
à qui on a vendu des choses qui n'étaient pas ce qu'on prétendait. Alors, on se sera attendu au moins à deux choses. Premièrement, que l'interdiction formelle soit faite à tous ceux qui se livrent à ce type d'abus, et que, deuxièmement, un procès permette, un, de condamner Nestlé, et deux, de réparer les torts faits à Kodilet. Un procès, il y en a un. Il a commencé ici, au tribunal de grande instance de Douala, en janvier 2003. C'est un ténor du barreau qui a pris en main la défense de Kodilet. Nous avons donc constaté et considéré que nous nous trouvions en présence d'une action de concurrence déloyale. Nous avons engagé une action en responsabilité contre et les importateurs et les distributeurs et dans la filiale du groupe Nestlé. Pius Bissek a de nombreuses relations à la douane. Il les a alertés sur l'arrivée massive des aliments lactés au Cameroun. Les services douaniers sont allés vérifier à la loupe les déclarations d'importation des laits en boîte. Et c'est alors qu'ils ont fait une découverte cruciale. On se rend compte que ces faux laits, ces fausses marques de lait concentré sucré sont déclarées sur le chapitre douanier 0402 réservé au lait concentré sucré noble, avec tous les avantages fiscalo-douaniers réservés à ce produit réputé, par ailleurs, de première nécessité. Ces produits entrés comme des produits laitiers d'origine animale, dont à des bas prix douaniers, étaient revendus, n'est-ce pas, comme des produits laitiers d'origine animale, dont à des prix défiant toute concurrence, puisque les charges douanières étaient très bas. Le gouvernement camerounais, à travers le ministère des Finances et la direction des douanes camerounaises, la direction générale des douanes camerounaises, rentre dans la procédure pour fraude douanière. À partir de ce moment, Pius Bissek n'est plus seul. La douane veut elle aussi démontrer la fraude et récupérer l'argent des taxes. Pour y voir plus clair, le tribunal de Douala demande un rapport d'expertise indépendant. 3 experts vont éplucher les listings des douanes entre 1999 et 2002. Ce rapport établit très clairement que plusieurs importateurs de lait en boîte ont fait de fausses déclarations. Le montant total de la fraude se chiffre en milliards. La part du lion revient à Nestlé, le plus gros importateur de lait au Cameroun. Plus d'1,7 milliard de francs CFA. Quelques mois plus tard, coup de théâtre. Il se produit quelque chose de très grave dans le dossier. D'abord, il y a remaniement ministériel. Le ministre Meva Mebutu, qui a saisi les tribunaux pour fraude douanière, quitte le gouvernement à la suite d'un remaniement ministériel. Arrive son Excellence M. Polycarpe Abba. Il vient des impôts. Lui, en tant que ministre des Finances, il a le privilège du Trésor, il a tous les moyens régaliens de l'État pour rétablir l'État du Cameroun dans ses droits. Yaoundé, la capitale. Le ministre des Finances affirme qu'il va désormais négocier directement avec Nestlé pour récupérer les taxes douanières. Il nomme alors un envoyé spécial chez Nestlé Cameroun, l'inspecteur Amba Sala. Il est aujourd'hui ministre des Travaux publics. Le ministre des Finances m'a commis, avec d'autres collègues, de vérifier si, oui ou non, la société Nestlé avait commis une infraction douanière lui permettant de faire passer à la place d'autres choses du lait concentré sucré. En 2005-2006, nous faisons le travail sur document. Sur le terrain. Sur le document, d'abord, je voudrais que ce soit souligné que c'est sur document. Pour pouvoir établir qu'on a importé un produit à la place d'un autre, il faut avoir le produit soit dans la boîte qu'on appelle conteneur, soit en magasin. Et le travail qui nous est demandé a été fait sur document. Et tous les documents qui ont été compulsés ont établi très clairement qu'il n'y a pas eu de fausse déclaration d'espèces perpétrée par la société Nestlé.
Indifférent aux attaques de la presse et droit dans ses bottes, le ministre Abba Abba enterre l'affaire de la fraude douanière. Le montant total s'élèverait à 21 milliards de francs CFA avec les arriérés et les amendes, selon l'estimation de certains journalistes qui regrettent une lourde perte pour les caisses de l'État. Aucun document ne permet à ce jour de dire s'il y a eu un arrangement amiable entre le géant suisse et le gouvernement camerounais. Le problème, c'est effectivement de transférer la souveraineté du peuple à des individus qui doivent représenter l'État et ses intérêts. Si à un moment donné, ces individus perdent de vue les intérêts de l'État pour leurs propres intérêts, il va de soi que l'État a perdu, mais l'individu n'a pas perdu. Et quels sont les recours de l'État? C'est là où le système judiciaire devrait intervenir, mais s'il lui-même est corrompu, alors l'État y perd énormément de choses. Il y a quelques personnes privées, qu'elles soient fonctionnaires ou pas, qui s'enrichissent ou ont quelques biens, mais l'État camerounais y perd énormément. Pour qu'un pays puisse se développer, qu'est-ce qu'il faut? Bien, il faut des murs douaniers. Je sais pas, nous discutons à Genève ici, eh bien la Suisse ne serait jamais devenue une puissance industrielle mondiale qu'elle est devenue sans la protection douanière, sans pouvoir ériger une protection douanière derrière laquelle l'industrie nationale peut lentement se développer, accumuler et devenir mondialement concurrentielle. Après 7 ans de bagarre dans les prétoires, la décision tombe enfin, le 14 juillet 2010. Nestlé et 6 autres importateurs d'aliments lactés sont condamnés pour concurrence déloyale. Une première en Afrique. Les juges donnent raison au patron camerounais contre la multinationale. J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné ce procès. Il est dit clairement que ce produit est d'origine végétale. La question est, comment peut-on sur une étiquette, en élément d'appel au client, indiquer qu'on vend du beurre alors que c'est de la margarine? Il s'agit un peu de cela. Les importateurs doivent verser 740 millions de francs CFA, plus d'1 million d'euros à Codilet. Nestlé doit payer les 2/3 de ce préjudice. Pourtant, le patron de Codilet est déçu. J'ai fait appel parce que 740 millions sur 4 milliards 345, cela représentait à peine combien, même pas 30%. Et l'usine que vous avez visitée, dont on estime investissement, fonds de roulement compris, la valeur à quelque chose comme 5 milliards, vous ne pouvez rien faire avec 740 millions. Pius Bissek espérait bien plus. Il comptait sur l'argent pour remettre les machines en état de marche et réembaucher le personnel licencié. Alors, il y a eu un semblant de quelque chose, mais qui n'a rien à voir. Quand d'un côté on parle de milliards, de l'autre côté on parle de quelques millions, on ne peut pas parler de réparation. Et nous ne pouvons que regretter, parce qu'en réalité, on a vu toutes les instances camerounaises concernées. On a vu la douane, on a vu le ministre des Finances, on a vu le Premier ministre, on a vu l'Assemblée nationale. Et malheureusement, tous ces officiels sont allés dans le même sens, à savoir celui de l'impunité. En 2012, le dossier Codilet arrive sur le bureau des juges de la cour d'appel. Pius Bissek est confiant. Il sait que le procureur a demandé la condamnation des importateurs d'aliments lactés. Hasard du calendrier ou sens du timing? Au même moment, l'ambassadeur de Suisse et le directeur de Nestlé Cameroun sont reçus par le président Biya en personne. Ils viennent annoncer la construction d'une usine de café soluble. Un gros investissement et des dizaines d'emplois pour le pays. Nous avons, dans cette affaire, subi, tant à titre personnel qu'à titre professionnel, des pressions énormes. Bien entendu, nous avons vu cette
importante délégation qui est arrivée au Cameroun, qui a été reçue en grande pompe, qui a annoncé des investissements importants. Je prends toujours cet exemple de la boxe. Vous avez un ring, si vous voulez, un ring. Vous avez Mike Tyson, qui est champion du monde des poids lourds. Un magnifique, c'est Nestlé, mais Mike Tyson, qui est un magnifique athlète, hein, et vous avez face à lui un chômeur sous-alimenté bengali. Bon, les turifères du libre-échange, M. Pascal Lamy et les autres, les Brabec, etc., vous diront, mais de quoi vous plaignez-vous? Les règles sont totalement justes, elles sont tout à fait les mêmes. Les camps de boxe sont du même poids pour les deux partenaires, le lieu, l'espace est le même, le temps de lutte est le même, l'arbitre est le même, il constate simplement qui est le vainqueur et qui est le vaincu. On voit bien que ce combat est perdu d'avance et radicalement et désastreusement pour le chômeur bengali, c'est-à-dire pour M. Bissek. Dans le combat judiciaire, la Cour d'appel de Douala rend enfin son verdict au mois de septembre 2012. Ironie du sort et des procédures, nous avons noté que la Cour d'appel a décidé de condamner les entreprises camerounaises et de mettre Nestlé hors de cause. Extraordinaire. Alors que le rapport d'expertise était clair s'agissant des uns et des autres. Patatras à la Cour d'appel. Nous n'avons même plus les 740 millions que le tribunal de grande instance a bien voulu nous accorder. Il n'existe même plus de fraude douanière. C'est ça, l'arrêt de la Cour d'appel de Douala, elle est extraordinaire, elle est sublime. Nestlé a remporté cette deuxième manche. La justice camerounaise l'a blanchi de l'accusation de concurrence déloyale envers Codilet. Le patron camerounais a tout perdu. Il se sent humilié, écrasé. Mais si je pouvais le voir, je lui dirais vraiment, Monsieur Brabec, laissez ceux des Africains qui veulent vous tailler quelques petites croupières. C'est de la poussière, madame, que nous prenons. C'est quand je vous dis que moi, je faisais un chiffre d'affaires de 5 milliards. Qu'est-ce que 5 milliards par rapport à quelqu'un dont le bilan consolidé représente 30 fois le budget du Cameroun? Nous voici à Zurich. Judith Rueff n'a pas pu interviewer Peter Brabec, mais elle a appris que le numéro 1 de Nestlé avait pour la première fois accepté de débattre en public avec Jean Ziegler. Thème du débat, la faim dans le monde. Guten Tag und herzlich willkommen zum Bilanz Business Talk. Heute aus dem Kunsthaus in Zürich zu dem Thema Hungerkatastrophe. Wer ist? Sur le sujet, les deux hommes ont visiblement beaucoup à se dire. Spekulation und dann gibt es die neoliberale Idee der Amerikaner zum Beispiel, der Weltbank, Weltwährungsfonds, die sagen, dass normative Eingriffe ins Marktgeschehen sind Anathem. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Der Hunger wird resorbiert. Wenn einmal alle Waren, Kapital, Dienstleistungs-, Patentströme total liberalisiert sind, frei sind, wenn alle öffentlichen Sektoren privatisiert sind, also dem Profitmaximierungsprinzip unterworfen sind, dann steigen die Produktionskräfte. Nein, ich habe die ja erlebt. Ich erlebe die. Das ist die neoliberale Idee. Und die sind gegen das Menschenrecht auf Nahrung. Jetzt darf ich zurückkommen? L'événement est organisé par un journal de la place. Avec la complicité du rédacteur en chef, la journaliste s'est glissée au milieu des hommes d'affaires invités. Elle a été prévenue, elle n'aura le droit qu'à une seule question. Vous mettez en avant la puissance industrielle, l'efficacité de Nestlé, le groupe que vous dirigez, pour régler le problème de la faim dans le monde. Mais cette puissance industrielle n'est-elle pas en train d'écraser une industrie locale, par exemple en Afrique, d'empêcher l'émergence de PME dans le secteur de l'agroalimentaire? Est-ce que ce n'est pas un paradoxe? Die Erfahrung zeigt uns, dass das eigentlich nicht der Fall ist, sondern ganz im Gegenteil. Wenn wir zum Beispiel eine Fabrik in Afrika, in einem Dorf irgendwo bauen,
dann müssen wir ja, um überhaupt diese Fabrik laufen zu lassen, brauchen wir normalerweise fast 2 Jahre. Also wenn Sie zum Beispiel eine Milchfabrik bauen, dann müssen Sie mindestens 2 Jahre vorher anfangen, mit den Kleinbauern einen Milchdistrikt aufbauen. Ja? Sie müssen anschließend, damit die Fabrik funktionieren kann, brauchen Sie Mechaniker, Sie brauchen Elektriker und so weiter und so fort. In vielen von diesen Dörfern bilden wir die Elektriker und die Mechaniker aus und die werden dann anschließend, in den meisten Fällen, machen die dann so kleine Tailleurs, kleine Firmen und geben uns dann das Service als Ausschneiden. Die Abwasserbereitung. In den meisten von diesen Fällen gibt es keine Abwasser. Wir nehmen das Dorf und nehmen das Abwasser von den Dörfern und helfen ihnen mit. Peter Brabeck a une vision bien angélique. Son bureau suisse est décidément loin du terrain. À Douala, nous sommes allés dans le quartier situé juste derrière l'usine Nestlé. Les habitants n'ont ni emploi ni canalisation pour évacuer les eaux sales. Bien au contraire. Il y a des gens du quartier qui travaillent chez Nestlé? Non, non, personne. Il a fait une demande là. Il nous a trompé en disant que le chef fasse une demande, que les gens viennent déposer. Le chef n'y avait même pas une personne. 5000 personnes habitent en plein dans la zone industrielle. Selon les résidents, les eaux usées de l'usine arriveraient directement au pied de leur maison. Nicole vit ici depuis 23 ans. Vous voyez un peu comment on n'arrive pas à respirer dans le bloc. Les moustiques, vous voyez quand vous passez même en plein jour, c'est les moustiques qui s'envolent comme ça. Tout ça là, c'est l'eau sale de Nestlé. Bon, nous on se disait que peut-être avec une grande société comme ça, nous les environs, il allait vraiment essayer de faire quelque chose pour nous. C'est les moustiques qui sortent comme ça. Tout ça c'est l'eau de Nestlé. Vous voyez. You can see there is a company here, and specifically in the evening hours, you know, they deposit their waste. If you can look at the water, very colorish, and it smells very badly. So, you know, we have a lot of mosquitoes around here. From time to time, we run to the hospital for malaria treatment and all that sort. So it's really horrible here. L'usine et les habitations ont été construites en zone inondable. Les rejets d'eau usée remontent à la surface tous les soirs. Les habitants ont rencontré le directeur de l'usine pour lui expliquer le problème. Il leur a promis des canalisations pour évacuer les eaux sales en dehors du quartier. D'après eux, il y a plus grave. L'eau des puits est également polluée. Nos puits là qu'on a creusés là, l'eau sale, ça a changé. Ça a changé. Les enfants avaient eu les diarrhées partout dans le bloc parce qu'on n'a pas d'où aller. On les a même demandé l'eau à boire, l'eau propre, ils ont refusé. La société Nestlé estime de son côté que le problème vient du terrain marécageux, pas des eaux usées de l'usine. Les habitants, eux, attendent toujours des conditions de vie décentes. Les années passent. Malgré tout, Pius Bissek n'a pas l'intention de lâcher prise. Nous sommes des Camerounais, nous voulons nous battre pour que la croissance et le développement de notre pays soient une réalité, pour que nos enfants aient des emplois au Cameroun. Vous trouvez normal que les enfants aillent mourir à Lampedusa, que le pape se déplace, qu'il pleure? Moi je dis que vraiment, arrêtons de gérer les jérémiades. Hein? Qu'on ne vienne pas démolir nos usines que nous montons, les investissements. Cette usine-là, elle employait 200 personnes en vitesse de pointe, 200 emplois. Pour l'industriel de Douala, le combat n'est pas terminé. Aujourd'hui, il va à Yaoundé déposer un recours devant la Cour suprême. C'est le dernier échelon du système judiciaire au Cameroun. Ces magistrats ont une réputation d'indépendance.
Pius Bissek n'a plus grand-chose à perdre, mais il a surtout la conviction d'être dans son bon droit et la certitude que les Africains méritent mieux que le mépris des grosses sociétés occidentales. L'affaire Nestlé-Codillet devrait être jugée définitivement en 2014. De son côté, Nestlé a réalisé une fois encore un chiffre d'affaires impressionnant. Plus de 75 milliards d'euros en 2013. Et les investissements de la multinationale suisse en Afrique ne cessent de croître.